Bonjour à tous. Bonjour, bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour notre webinaire de création de campagnes performantes. On espère que tout le monde va bien. Avant de commencer, on voudrait être sûr que tout le monde nous entend bien, que tout le monde nous voit bien. Donc voilà, si vous pouvez nous dire rapidement dans le chat si tout le monde nous entend bien, tout le monde nous voit bien, on puisse commencer. Ça a l'air bon, je crois. Ouais, ça a l'air bon apparemment, Chloé. Super. Eh bien, écoutez, dans ce cas, le temps que tout le monde arrive, on va commencer à se présenter rapidement et à présenter aussi le contexte de l'entreprise Dolmen. Hop. Donc, Justine, je te laisse te présenter rapidement et puis j'enchaînerai ensuite après. Très bien, donc je m'appelle Justine Busson, je suis responsable commercial et marketing chez Dolmen, que j'ai rejoint il y a 9 ans. Et donc aujourd'hui, on forme une team de 2 Justine pour vous présenter ce webinaire. Oui, tout à fait. Donc, moi, c'est Justine Serrault aussi. Et donc, moi, je suis chef de projet marketing chez Dolmen. Donc, je suis chez Dolmen depuis 4 ans et demi. Et puis, en tant que chef de projet marketing depuis 1 an et demi. Avant, j'occupais plus un poste auprès de nos clients pour pouvoir justement leur proposer nos solutions d'accompagnement et d'animation. Je fais le lien directement du coup avec ce que nous on propose un petit peu pour vous partager le contexte un petit peu de notre webinaire. Donc finalement, Dolmen c'est quoi? Dolmen c'est un éditeur de logiciels breton qui rayonne au niveau national et qui va vous permettre d'optimiser votre relation client grâce à trois piliers différents. Le premier, c'est l'animation physique grâce à la mise en place de dispositifs digitaux qui vont vous permettre de collecter finalement des données clients et ainsi enrichir votre base de données. Et puis en face de ça, on va avoir une plateforme de marketing local responsable qui va centraliser les deux autres piliers, c'est-à-dire d'un côté la gestion des données collectées via justement ces dispositifs digitaux. Et puis en face de ça, la possibilité de créer des campagnes de communication en autonomie, email et SMS. Et donc, justement, le sujet de notre webinaire aujourd'hui, c'est la communication. Donc, vous l'avez compris, avec Justine, on est experte dans l'optimisation de votre relation client. Et du coup, on en profite aujourd'hui pour vous partager plusieurs points. Donc, le premier point qu'on va vous partager, c'est dans la création d'une campagne de communication performante, c'est comment on va faire le ciblage et donc la personnalisation de son message. Et puis ensuite, on vous partagera, selon les différents canaux, les bonnes pratiques. Donc là, pour le coup, la partie email et la partie SMS. Restez bien jusqu'à la fin de ce webinaire parce qu'on vous a prévu aussi des petits bonus. Voilà, et puis ensuite à la fin, on privilégiera un petit peu de temps pour vos questions si vous en avez, bien évidemment. Donc n'hésitez pas dans le chat à nous partager toutes vos questions au fur et à mesure. On les gardera de côté, soit pour la fin, soit si besoin, on y répondra directement. En tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Du coup, pour commencer, je vais laisser Justine sur la partie ciblage et personnalisation. Merci, on va effectivement rentrer dans le vif du sujet. Donc déjà, la première chose, c'est une campagne de communication performante, c'est quoi? En fait, on a souvent tendance plutôt à se dire qu'est-ce que ça dépasse? Ça doit pas être un spam, ça doit pas être trop intrusif, ça doit pas être trop promotionnel. Mais surtout, en fait, il faut que ce soit une campagne qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Pour cela, évidemment, c'est important de définir en amont de la réalisation de sa campagne ses objectifs, voire même, et c'est encore plus performant quand on le fait au moment où on va réfléchir à son plan d'animation de manière globale. Si on en revient au sujet de la campagne en elle-même, pour qu'une campagne de communication soit performante, il faut qu'elle soit pertinente pour son destinataire. Il faut que cette campagne, elle lui parle à lui. Et donc, chez Dolmen, notre credo pour une campagne performante, c'est envoyer le bon message à la bonne personne
au bon moment. D'ailleurs, il y a une étude qui a montré que les 2 meilleures stratégies pour envoyer des campagnes efficaces, c'est la segmentation de ses clients à 78% et la personnalisation des messages. Et donc, c'est les 2 items qu'on va voir dans ce chapitre. Donc, avant même de parler du ciblage, j'ai envie de dire, on va aborder le sujet de la donnée client. Pourquoi ? Parce que le premier critère de réussite d'une campagne marketing direct, ça va être la qualité des données. Comment on fait pour se constituer une base de données ? Il y a plein de leviers en fonction des secteurs d'activité dans lesquels vous travaillez. Si vous êtes en B2B ou en B2C, vous allez activer des leviers différents. Mais par exemple, on peut penser à des programmes de fidélité, à la création de comptes clients, mais aussi à des animations ou des jeux qui peuvent permettre de venir récolter de la donnée qualifiée. Pour ça, Justine a animé il y a quelque temps un webinaire justement sur la collecte de data réussie. Et donc, on va vous proposer dans le chat le lien pour visionner le replay si ça vous intéresse. En tout cas, sur ce sujet, l'objectif, c'est de récupérer à minima, en tout cas, des coordonnées qu'on appelle des données de contact et de récupérer les opt-in associés. Les opt-in, c'est tout ce qui va être consentement. Dans tous les cas, évidemment, il faut respecter la réglementation. On parle du RGPD, tant sur la récolte des opt-in, tant sur la forme que sur le fond. Il faut que ces opt-in, ils soient clairs, qu'ils soient libres, qu'ils soient explicites, etc. Le deuxième point, ça va être comment on fait pour maintenir sa base de données. Toujours en lien évidemment avec la réglementation dont on vient de parler, il faut intégrer de manière systématique des liens de désabonnement dans ces campagnes pour permettre à votre audience éventuellement de se désabonner si le sujet ne les intéresse plus. Et ensuite, il va falloir venir nettoyer régulièrement sa base en venant supprimer tout ce qui va être données invalides, des clients qui ne sont plus actifs ou qui ne sont plus engagés. Et bien sûr aussi venir prendre en compte la durée de conservation des données qui est encadrée encore une fois par la réglementation, le RGPD. De toute façon, ça c'est un sujet qui est hyper vertueux parce que ça va vous permettre d'éviter d'envoyer des campagnes à des clients qui sont désengagés et donc vous allez pouvoir faire des économies de coûts tout simplement en les supprimant de vos bases, mais aussi ça vous met en fait dans une démarche de communication responsable qui permet de limiter des envois d'emails ou d'SMS par exemple à des clients que ça n'intéresse pas. L'idée aussi, c'est de venir limiter le risque d'être considéré comme un spammer et donc de venir dégrader la réputation de votre expéditeur et d'avoir du coup, par exemple pour le sujet des emails qui peuvent passer en spam, voire votre expéditeur qui peut être bloqué soit temporairement, soit de manière définitive. Le dernier point que je voulais aborder, c'est attention aux bases qui peuvent être achetées ou louées, qui vont venir gonfler artificiellement vos bases de données avec des données qui vont être de qualité au mieux moyenne et dans la plupart du temps assez faible, avec en tout cas des coordonnées de personnes qui ne sont pas du tout engagées envers vous, qui ne vous connaissent pas, ou pire, qui vous ont même dit qu'elles ne souhaitaient pas que vous les contactiez dans le cadre justement de la récolte des opt-in. Donc attention à ça. Pour rentrer en tout cas dans le vif du sujet, on va parler du ciblage. Donc déjà, le ciblage, c'est quoi ? C'est l'action, en fait, tout simplement de venir segmenter son audience et de venir envoyer un message adapté à un groupe de personnes qui répondent à des critères précis. Le ciblage, c'est déjà en moyenne, on dit 50% de la performance d'une campagne. Par exemple, qui a déjà cliqué sur un email avec des promotions sur des couches pour enfants alors qu'il était encore étudiant ? Personne. Donc ça, clairement, c'est un email qui est perdu. Le ciblage, c'est hyper important pour vous parce que ça va vous permettre de créer un lien de qualité avec votre audience, qu'il soit client, qu'il soit consommateur, en lien avec le message qu'il reçoit. Et du coup, ça va aussi améliorer la performance de votre campagne puisque ça va limiter le taux de désabonnement et donc ça va vous éviter de perdre une partie de votre audience. L'objectif, c'est avant tout de venir augmenter le volume d'interaction et de maximiser du coup le retour sur investissement de vos campagnes. Pour ça, il y a plein de critères de ciblage qui existent, comme par exemple le profil de votre client, son sexe, son âge, est-ce qu'il est adhérent à votre programme de fidélité ou pas, sa zone géographique par rapport à votre zone de chalandise ou à le positionnement de vos concurrents, mais également des éléments hyper riches comme le comportemental lié à l'historique d'achat ou les interactions avec vos précédents emails,
ou encore des données déclaratives qui permettent de réussir à avoir tout simplement des informations sur les intérêts de votre audience, quelles sont leurs habitudes, quels sont leurs projets, qu'est-ce qu'ils aiment. Je prends un exemple très précis chez nos clients, par exemple, dans la grande distribution alimentaire. Il y a plein de clients qui n'achètent pas de vin dans leur grande surface, tout simplement parce qu'ils préfèrent aller chez un caviste ou chez des producteurs locaux. Quand on arrive à identifier ces éléments-là via des opérations, par exemple, de gamification sur lesquelles on va venir poser des questions à vos clients, eh bien, c'est clairement le bon moment pour les faire venir dans le cadre d'une foire au vin, par exemple. Mais c'est applicable dans plein d'autres secteurs d'activité, comme des projets bancaires qu'on peut identifier, des besoins en assurance, etc., etc. En tout cas, dans ce qu'on vient de se dire là, ça fait le lien avec la slide précédente, puisque en amont, il faut quand même avoir une base de données qualifiée, et ça passe évidemment par la connaissance client, mais on vient d'en parler. Le deuxième point, ça va être la personnalisation. La personnalisation, ça consiste tout simplement en venant adapter le contenu de son offre ou de son message au destinataire pour tout simplement venir rendre la communication plus pertinente et plus engageante. Encore une fois, ça suppose d'avoir une base de données qualifiée. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour intégrer ces éléments de personnalisation? Il y a deux éléments principaux. Nous, il y a ce qu'on appelle la personnification. C'est tout simplement ce qui permet de créer un attachement émotionnel qui soit chaleureux, qui soit authentique et de venir renforcer l'identité de la marque, du point de vente, tout simplement en permettant à vos équipes de venir incarner votre message. Par exemple, on met en avant un membre de l'équipe dans une campagne, ça va venir donner un visage à la fois rassurant de la marque, ça va venir développer la confiance et ça aide aussi à fidéliser vos clients tout simplement qui apprécient cet aspect de proximité et qui sont du coup, enfin qui deviennent en tout cas attachés à votre marque, à votre point de vente et qui donc vont être plus fidèles. Le deuxième point, c'est ce qui va être la personnalisation du message qui va venir créer une relation de proximité avec votre client et tout simplement un client qui se sent compris, qui se sent valorisé, il va être plus fidèle à une marque et il va encore plus apprécier votre contenu. Il y a une étude d'ailleurs qui montre que les emails personnalisés, sur le plan de l'objet, c'est environ 29% de taux d'ouverture supplémentaire. Et un contenu d'email personnalisé, c'est en moyenne 41% de taux de clic supplémentaire par rapport à un email 100% générique. Et c'est valable aussi sur le SMS. Un SMS avec un prénom, avec une offre ciblée, il a 3 fois plus de chances d'être retenu qu'un SMS standard. Donc, comme on l'a vu juste avant, la personnalisation, ça passe déjà par le ciblage de sa campagne et on verra tout à l'heure dans la partie bonne pratique comment ça se passe dans la partie contenu, SMS, email, objet, etc. Du coup, je reprends la suite pour vous partager un petit peu les différents canaux de communication. Donc, avant de commencer là-dessus, nous, on va vous lancer un petit sondage dans le chat, donc n'hésitez pas à répondre. Nous, on voulait savoir un peu quels canaux de communication vous avez l'habitude d'utiliser avec vos propres clients. Est-ce que vous utilisez plutôt de l'email, plutôt des campagnes SMS? Est-ce que même ça peut être, vous êtes à utiliser du print, vous utilisez plutôt les réseaux sociaux, ou alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes présent à notre webinaire parce que justement vous n'utilisez pas trop de canaux de communication avec vos clients et que vous avez envie d'y aller finalement. Donc n'hésitez pas à répondre sur le chat. Et puis si vous souhaitez également nous préciser en commentaire un petit peu votre expérience, nous partager la régularité, la récurrence un petit peu de vos campagnes de communication auprès de vos clients et aussi nous dire si ça fonctionne pour vous. N'hésitez pas en tout cas à nous partager tout ça dans le chat. Alors du coup, tout à l'heure on parlait aussi du choix du canal qui est important en fonction de vos objectifs, bien évidemment. Donc là, dans la création d'une campagne, il faut bien se dire qu'on ne va pas envoyer une campagne à ses clients pour n'importe quoi. Il faut bien sûr avoir des objectifs qui sont précis, qui sont fixés. Donc là, en fait, finalement, il est important aussi de pouvoir connaître les avantages que vont vous apporter donc les différents canaux. Donc comme
comme on vous a partagé tout à l'heure, nous, on va se concentrer sur le SMS et ensuite sur l'email. Donc, sur la partie SMS, un des premiers avantages de ce canal, c'est la rapidité. Donc, vous le savez sûrement, un SMS commercial marketing, c'est 160 caractères. Donc, votre message, il est court, il est direct, on va droit au but. Il n'y a pas de chichi, on va dire. Donc voilà, c'est vraiment la rapidité de création de votre campagne pour vous qui va être mise en avant. Et de plus, vous avez une délivrabilité qui va être garantie, on va dire, par rapport à l'email. Donc le SMS, c'est vraiment le canal qui va permettre une plus grande délivrabilité. Notamment, on note bien que les consommateurs ont une appétence un peu plus développée à recevoir un SMS marketing plutôt qu'un email. Souvent, les emails, on est un petit peu surbooké d'emails, on en reçoit plein, parfois ça ne va pas non plus, ce n'est pas forcément les sujets qui nous correspondent, etc. Donc les emails, on ne les lit pas forcément, donc on est plus enclin à recevoir finalement un SMS marketing plutôt qu'un email. En avantage, vous avez l'instantanéité aussi, donc là on va se référer aussi, ça fait le lien avec les chiffres clés qui sont juste en bas. Donc en moyenne, vous avez 90% de votre campagne SMS qui va être lue dans les 90 secondes après réception. Donc là, on est vraiment sur un canal impactant en termes de timing. Voilà, 90% d'ouverture sur une campagne SMS, c'est bien sûr c'est énorme. On verra tout à l'heure un petit peu le taux d'ouverture du mail qui n'est pas du tout le même. Donc vraiment une campagne SMS, c'est assez impactant en termes d'ouverture. Et puis pour terminer, le taux de mémorisation. Donc la mémorisation, en fait, finalement, c'est l'impact de votre message ou de votre offre qui va rester dans la tête du consommateur. Et donc, pour un SMS, c'est à peu près 60% de taux de mémorisation. Finalement, donc c'est un taux qui est plus élevé que sur les campagnes publicitaires, télévisées ou même à la radio. Donc voilà. Donc maintenant que j'ai vanté un petit peu les mérites du SMS, je vais faire la même chose pour l'email pour ne pas le laisser de côté quand même. Sur l'email, les différents avantages, bien évidemment, on retrouve la rentabilité par rapport au SMS qui va nous coûter un peu plus cher. Là, le coût d'une campagne email, c'est quand même à peu près 5 fois moins cher qu'une campagne SMS. Donc voilà, c'est sûr que dans vos objectifs, ça peut aussi le budget peut faire partie de vos différents éléments à prendre en compte. Donc, c'est important aussi de le garder en tête. Et puis, vous avez les 2 points suivants qui sont assez liés, notamment donc l'adaptabilité. Aujourd'hui, les plateformes email qui sont proposées pour faire de la création d'email marketing sont vraiment très bien faites. Donc, ce que vous pouvez, bien évidemment faire, alterner entre de l'image, du texte, mais bien évidemment ajouter en plus des liens et autres boutons vers vos réseaux sociaux, ajouter des QR codes, des codes barres ou des codes offres qui vont permettre aussi de relayer des offres disponibles en magasin, en agence ou dans votre point de vente pour créer du trafic. Et c'est aussi là donc la construction de votre email qui va être, on va dire, assez fluide, assez adaptable finalement. Et ce qui se relie vachement au point suivant, donc à l'identité, parce que contrairement au SMS, l'email, c'est vraiment le canal où vous allez pouvoir exprimer votre identité de marque, notamment justement, comme je le disais, grâce à cette possibilité d'adaptation sur différents visuels et tout ce que vous pouvez mettre en place et en œuvre autour de ces différents visuels pour faire passer votre message et aussi donc essayer de transformer vos clients. Sur les 2 points suivants, donc l'interactivité, donc ça c'est vraiment ce qui va rendre votre mail interactif et intéressant. C'est aussi en lien avec les 2 points qu'on vient de se partager grâce finalement à la mise en place de votre structure, de la mise en place d'animation dans votre email avec soit des gifs
des vidéos, des boutons call to action, donc les boutons call to action pour générer du trafic, des appels à l'action, dans le but de transformer directement en fait vos clients et de pouvoir attirer éventuellement des prospects, etc. Donc vraiment, nous, on vous conseille d'exploiter toutes les ressources que vous avez sous la main lorsque vous utilisez un éditeur d'email chez tel ou tel prestataire, justement pour pouvoir avoir le maximum de retour directement dans votre mail. Et puis, finalement, en fait, ça fait le lien aussi avec la mesure des différents KPI, parce que donc ici, si on reprend par exemple le premier point tout à l'heure, le premier chiffre clé, pardon, on se disait qu'une campagne SMS c'était 90% d'ouverture. Là ici sur une campagne email, on est plutôt autour de 22-23% d'ouverture, donc on est vraiment sur des taux qui ne sont pas du tout les mêmes. Et pour le coup, c'est normal, voilà, c'est pas du tout le même canal, les cibles sont pas forcément les mêmes, l'utilisation non plus. Mais c'est pour ça que, en fait, il faut bien prendre en compte aussi tous ces aspects différents qui vont venir créer de l'interactivité dans votre mail pour créer un lien direct avec vos clients. Et donc, là aussi, la mesure des différents KPI, elle est très intéressante sur l'email parce qu'elle peut être forcément plus importante finalement que sur le SMS parce que voilà, vous avez notamment oui le taux d'ouverture, le taux de clic, mais en plus de ce que vous avez sur l'email, vous pouvez avoir voilà, les taux de rebond, les taux de spam, etc. Donc voilà, vous avez un potentiel plus important, on va dire, de mesure de vos KPI sur les différents emails. Voilà, et puis du coup, maintenant que je vous ai présenté un petit peu les avantages de ces deux canaux, maintenant il faut aussi se dire quel est le canal pour quel message finalement. Donc le premier point, c'est d'adapter son canal à son message. Bien évidemment, c'est dans vos objectifs. On se dit quel message je dois passer à mes clients. Et donc, en fonction de ce message-là, je vais forcément adapter mon canal. Donc, sur un message court informatif, donc on va plutôt partir sur un SMS pour un type d'information qui sera un message promotionnel, une offre flash, etc. Donc ça, c'est vraiment comme je vous le disais, c'est des messages qui sont courts, qui vont droit au but. Donc, on a le SMS, mais vous avez aussi la partie SMS enrichie qui vous permet notamment d'intégrer des informations supplémentaires dans votre SMS. On verra plus en détail tout à l'heure quelles sont les fonctionnalités du SMS enrichi et comment on peut l'utiliser si jamais vous ne connaissez pas. Donc voilà, mais en tout cas, sur la partie SMS, on est sur un message court forcément et très informatif. Voilà, il faut que ce soit direct. Et puis, à contrario, on a les messages par email qui vont être forcément plus longs, plus détaillés. Vous allez pouvoir partager plus de choses, ajouter des contenus supplémentaires, etc., des offres promotionnelles plus développées. Voilà. Et le deuxième point aussi, en parallèle d'adapter son canal à son message, il faut aussi adapter son canal à sa cible forcément parce que, par exemple, si on se dit, moi je travaille en tant qu'entreprise, je travaille avec des particuliers, forcément dans le B2C, le SMS, ça va pouvoir fonctionner très, très facilement, il n'y a pas de problème. Par contre, dans le B2B, donc quand je suis une entreprise et que je travaille directement avec les entreprises, là, le SMS, ça va être un peu plus compliqué. Peut-être que l'email va être plus privilégié. Donc voilà, il faut prendre aussi ce point-là en compte pour pouvoir finalement bien adapter et choisir le bon canal. J'en profite avant qu'on passe à la partie suivante pour vous donner les résultats du sondage qu'on a fait tout à l'heure. Donc, ça tombe bien parce que c'est l'objet des prochaines slides. C'est l'email marketing qui arrive en tête à 42%.
suivi des réseaux sociaux et ensuite des campagnes SMS et du print. Et d'ailleurs, dans le chat, il y a 2 personnes qui nous ont partagé donc leurs objectifs, qui étaient Chloé qui nous a dit que son souhait c'était de développer des campagnes ciblées par application dans un contexte B2B. Et Amandine qui nous a dit qu'elle souhaitait donc segmenter sa base B2C de façon pertinente. Donc sur ce dernier point, Amandine, on en revient au sujet de l'enrichissement de sa base et d'avoir une base de données de qualité. Donc voilà, si vous souhaitez en tout cas avoir plus d'informations sur ce sujet, Amandine, n'hésitez pas à revenir vers nous, on pourra vous accompagner. Donc, sur le sujet des bonnes pratiques email, on a vu en introduction que l'ensemble des critères de ciblage et de personnalisation sont la base d'une bonne campagne marketing. Justine, elle a pu vous expliquer quels sont les canaux de communication à privilégier en fonction de ses objectifs. Et donc là, maintenant, je vais vous parler tout simplement des bonnes pratiques email. Donc, il y a 3 facteurs clés de succès d'une campagne email performante. Justine, si tu peux changer de slide, je te remercie. Le quoi, le quand, le comment. Donc le premier point, ça va être le quand. Et d'ailleurs, Zineb dans le chat a posé cette question. Ça va être c'est quoi le bon timing, c'est quoi la régularité, c'est quoi la fréquence à respecter. Donc le premier point, c'est il faut prendre en compte ce qu'on appelle la pression commerciale. La pression commerciale en marketing, c'est tout simplement la fréquence d'envoi des emails et l'intensité des sollicitations. Trop d'emails va fatiguer votre audience et va générer plus de désabonnements. A contrario, trop peu d'emails va venir en fait abîmer ce lien, en tout cas réduire ce lien avec votre cible. Et l'équilibre dont parlait Zineb dans le chat, il est tout simplement, il dépend du type d'audience que vous avez. Est-ce que vous êtes dans un contexte B2B, dans un contexte B2C? Il dépend aussi du contenu que vous allez leur proposer, des attentes de votre destinataire. Il dépend aussi de votre cycle de vente. Est-ce qu'il vous aide à transformer ou est-ce que c'est plutôt du marketing relationnel? Globalement, il dépend du niveau d'engagement de votre audience. Attention, je refais le lien avec la réglementation. Si dans le cadre de la collecte des opt-in, vous avez explicitement dit j'accepte de recevoir un email une fois par mois ou ma newsletter mensuelle, vous devez vous tenir à ce rythme-là et ne pas y déroger. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de réponse sur étagère sur ce sujet. Par contre, ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a 44% des désabonnements qui sont dus à des emails qui sont considérés trop fréquents. Et souvent, d'ailleurs, il y a un décalage entre la pression commerciale perçue, ressentie par votre audience et la pression réelle. Donc, attention à ce rythme-là. Le deuxième point, ça va tout ce qui va concerner tout simplement les horaires d'envoi, les jours et horaires. Et là, encore une fois, il n'y a pas de réponse sur étagère. Ça dépend de votre contexte. Par exemple, dans un contexte B2B, eh bien, on va pouvoir privilégier les envois plutôt en matinée de 8h à 10h ou alors en début d'après-midi quand on se remet dans son travail après le déjeuner et plutôt d'ailleurs sur un début ou un milieu de semaine. A contrario, ce qui fonctionne le plus dans un contexte B2C, ça va plutôt être les envois en fin de journée ou en fin de matinée et plutôt sur le milieu de la semaine, voire la fin du week-end. Attention, bien sûr, je vous l'ai dit 2 fois, il n'y a pas de réponse sur étagère parce qu'il faut tester tout simplement en fonction de votre cible car chaque audience est différente et il faut tester les différents canaux. Évidemment, on va aussi prendre en compte le contexte de sa campagne, quel est le type de campagne qu'on souhaite envoyer. Par exemple, dans un contexte B2C, la vente flash, ça va mieux fonctionner plutôt en soirée ou en week-end que le lundi matin à 10h. Donc voilà. Ensuite, les 2 autres facteurs clés de succès, ça va être le sujet du quoi. Ça passe par exemple par un bon objet qui va permettre de maximiser la délivrabilité et de se démarquer dans la boîte email, et par le comment, entre autres par la structure de l'email. Et c'est les 2 points qu'on va voir juste après. Donc, l'objet de l'email, c'est la première chose que voit le destinataire. C'est souvent d'ailleurs l'élément qui va permettre de déterminer s'il va ouvrir l'email ou s'il va l'ignorer. Et d'ailleurs, un mauvais objet peut vous faire passer directement à la corbeille, voire même en spam.
Donc, ce qu'il faut garder en tête quand même, c'est que le taux d'ouverture moyen des emails, il est relativement bas. Évidemment, il est différent dans un contexte B2B ou B2C, je viens de le dire. En moyenne, dans le B2C, par exemple, il est autour de 18 à 20%, avec bien sûr des écarts très significatifs en fonction de votre clientèle, du niveau d'engagement de vos clients, etc. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que globalement, les boîtes mail pro et perso sont de plus en plus saturées. Et donc, il est hyper important pour vous, quand vous activez ce canal, de pouvoir vous démarquer. Pour ça, il y a 2 choses à respecter. Des aspects techniques qui vont vous assurer une bonne délivrabilité, mais également des aspects plus relationnels qui vont vous permettre de vous démarquer dans cette boîte mail et d'augmenter le taux d'ouverture. Sur les aspects techniques, donc il y a les FAI qui sont les fournisseurs d'accès Internet qui gèrent les boîtes mail, qui renforcent régulièrement leur politique de confidentialité et qui donc viennent durcir les règles de délivrabilité des emails. Et ça, forcément, ça impacte la délivrabilité de vos campagnes. Par exemple, Gmail, qui est le premier fournisseur d'adresses email en France, il est en moyenne à 90-95% de délivrabilité, alors que Yahoo, qui se situe, je crois, en 4e position, il est autour de 81%. Donc, vous voyez comme le fournisseur d'accès à Internet peut, enfin, de la boîte mail, en tout cas, peut vraiment venir impacter votre délivrabilité par rapport à plein de conseils techniques qu'il faut venir respecter pour maximiser votre délivrabilité. Par exemple, il y a un aspect très pratico-pratique. C'est bien de rédiger un objet court parce que ça permet d'avoir une lisibilité maximum dans la boîte mail, mais il faut pas qu'il soit trop court non plus, parce qu'il faut quand même qu'il donne envie d'être ouvert. Et il faut bien prendre en compte que de plus en plus d'emails sont lus directement sur des smartphones sur lesquels l'espace d'expression est réduit. Et donc, attention à votre objet, entre 30 et 60 caractères, c'est ce qu'il y a de recommandé. Ensuite, on va venir éviter des termes qui sont très précis et qui peuvent faire en sorte que votre email tombe dans les spams. Par exemple, le mot gratuit, le mot félicitations, cadeau, urgent, etc. Et je parle pas des termes interdits. Voilà, ça, si vous les utilisez, vous risquez clairement de venir dégrader votre délivrabilité. Sur un aspect technique également, on va venir limiter les caractères spéciaux dans un objet. On va venir limiter la ponctuation. En tout cas, 1 point d'exclamation, ça va. 3, ça va venir dégrader votre délivrabilité. Et on va venir limiter aussi le nombre de majuscules. On les garde uniquement au début de votre objet. Donc ça, c'est sur les aspects vraiment techniques. Après, il y a aussi tout ce qu'on appelle les aspects relationnels. Et là, l'objectif, c'est tout simplement de vous démarquer dans une boîte mail et de donner envie d'ouvrir cet email. L'idée, c'est de venir susciter ce qu'on appelle des émotions, en tout cas chez le lecteur, dès la lecture de votre objet, avec des mots-clés qui vont susciter sa curiosité, le bon plan, l'urgence, le mystère, l'orienter sous forme de questions. C'est des petits tips en tout cas qui vont venir maximiser votre taux d'ouverture. Le deuxième point, c'est de venir humaniser son objet au même titre que le contenu de l'email. Je vous en ai parlé tout à l'heure, la personnalisation, la personnification, c'est des choses qui fonctionnent très bien. Par exemple, venir intégrer le prénom dans l'objet de l'email en disant Justine, j'ai un super bon plan pour toi cette semaine. Ça, c'est des choses qui vont venir améliorer votre taux d'ouverture. Ou alors de dire que c'est Justine de Dolmen qui a un bon plan pour vous. Ça marche aussi très bien. Le dernier point, ça va être tout ce qui concerne les emojis. Alors, les emojis, c'est très sympa parce que ça permet de se démarquer. Par contre, attention, on n'en abuse pas. On rejoint en fait le point d'avant sur les caractères spéciaux. Un emoji, c'est bien. Plusieurs, ça va venir brouiller votre message et limiter votre délivrabilité. Ce que je vous propose, puisqu'on est, je pense, aux 2/3 du webinaire, c'est de vous proposer un petit quiz avec des bons objets email. Dites-nous peut-être en commentaire dans le chat quels sont selon vous les objets d'email qui vous semblent en tout cas les plus pertinents et ceux peut-être sur lesquels
vous pensez qu'il y a un risque en termes de délivrabilité. On a mis plusieurs exemples. Le premier, donc solde, c'est parti, ne manquez pas nos bonnes affaires avec plusieurs ponctuations et emojis. Le deuxième avec un champ de personnalisation. Le troisième avec voilà un objet qui est un petit peu plus long. Et le quatrième, pardon, qui est beaucoup plus long et qui a plusieurs majuscules. Dites-nous selon vous quel serait le meilleur objet peut-être dans le cadre d'une campagne d'emailing. Alors, je regarde sur le chat si on a des premières réponses. Le deuxième et le quatrième, le deuxième, seulement le 2, le deuxième, ok. Eh bien, effectivement, l'objet d'email qu'on va vous recommander, ça va être cette deuxième proposition. J'ai vu tout à l'heure que le quatrième semblait bien aussi. Alors attention, le quatrième, pourquoi nous on le recommande pas? Parce qu'il contient plusieurs caractères en majuscules et qu'il est très long. Et donc là, en fait, on va venir couper la lisibilité de cet objet dans les boîtes mail et donc limiter les messages que vous souhaitez faire passer et donc le taux d'ouverture associé. Très bien. Alors ensuite, je vais vous parler de la structure d'un email. C'est hyper important de venir structurer un email pour qu'il soit bien lisible et plus il est lisible, plus il est engageant. Il y a 2 éléments qu'il faut prendre en compte. Le temps moyen de lecture d'un email, c'est 10 secondes. Donc, il faut être hyper clair pour être sûr que votre message y passe bien auprès de votre destinataire. Et le deuxième point, j'en ai parlé tout à l'heure, les emails sont de plus en plus lus et même de manière majoritaire dans un contexte B2C sur mobile. Donc, ce qu'on appelle le responsive design, ce n'est plus une option. Le responsive design, c'est tout simplement la conception d'emails qui vont venir s'adapter automatiquement en termes de lecture au type d'écran qu'on va utiliser pour ouvrir cet email. Donc ça, c'est vraiment devenu une nécessité dans le contexte de digitalisation maximum actuel. Sur la structure en elle-même. Donc, il faut toujours intégrer ce qu'on appelle un header, qui est le bandeau du haut, et un footer, qui est dans le bandeau du bas, qui soit toujours le même. Pourquoi? Parce que ce sont des éléments de réassurance. Il y a quand même aujourd'hui un stress un peu quand on doit ouvrir des emails, d'autant plus quand ils sont promotionnels, parce qu'on a peur que ce soit un email avec des risques de cyberattaque, etc. Donc, le header et le footer, ce sont des éléments de réassurance pour vos destinataires. Et on peut même venir ajouter ce qu'on appelle un pré-header qui donnera encore plus envie d'ouvrir votre email et qui va venir augmenter votre taux d'ouverture. Ensuite, on va venir intégrer une image d'accueil qui va être assez accrocheur, mais sur laquelle on va venir intégrer un titre ou un petit texte d'accroche court. Donc, c'est hyper important parce que c'est là où on va être vraiment, ça va être immersif en fait par rapport au contenu que vous allez proposer. Par contre, attention, les images ne doivent pas être trop lourdes, sinon c'est pareil, ça va venir dégrader votre délivrabilité. D'ailleurs, en parlant d'image, je vais vous parler du ratio équilibre texte-image qui est dans la plupart des cas déséquilibré, j'ai envie de dire. Ce qui est recommandé, c'est d'avoir plutôt 60% de texte et 40% d'image. Dans les faits, on voit que c'est souvent déséquilibré et c'est dommage parce que ça va venir impacter vraiment votre délivrabilité. Pour autant, quand on intègre du texte, il faut quand même rester sur des phrases qui vont être courtes, qui vont être faciles à lire et bien sûr qui vont être adaptées à votre tonalité en lien avec votre positionnement d'entreprise. On va pouvoir aussi venir intégrer ce qu'on appelle des call to action ou des CTA qui vont venir inviter tout simplement vos destinataires à l'action, à un clic, qui vont permettre aussi de poursuivre l'expérience avec votre marque, votre entreprise, sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, etc. Il faut que ces CTA ils soient bien visibles avec des textes courts. On n'en met pas plus de 1 ou 2 par email parce que sinon en fait après on comprend plus le sens de votre email et on vient dégrader du coup le risque de le taux de clic. Et par ailleurs, il faut avoir en tête aussi que dans un email au global, il faut éviter d'avoir plus de 5 liens externes dans votre email parce que ça, encore une fois, ça va venir dégrader votre délivrabilité par rapport à tous les fournisseurs de boîtes mail.
On pense aussi à bien intégrer du texte alternatif sous les images et à intégrer un bandeau de contact à la fin de votre email et à intégrer bien sûr des liens vers vos réseaux sociaux, etc. Je vous invite à 2 choses. N'hésitez pas à créer du coup des templates ou des modèles que vous allez réutiliser d'une fois sur l'autre pour garder justement cette cohérence et cette trame vis-à-vis de votre audience. Et le deuxième point, c'est n'hésitez pas à tester la qualité de vos emails quand vous les rédigez sur des sites qu'on trouve sur Internet, par exemple mailtester.com, etc. Et ça vous donne tout simplement un indicateur de qualité de vos emails. Est-ce que mes liens, ils sont actifs? Est-ce que le poids de mes images, il est OK? Est-ce que mon expéditeur, il est bien authentifié, etc. Justine, on a quelques questions du coup sur la partie email. Alors, que j'ai mis en favori, donc Frédéric qui demande, une image ne devrait pas dépasser quel poids environ? Nous, sur notre plateforme, on est à peu près à 2 MO, si je ne me trompe pas, pour les images. En effet, il ne faut pas que ce soit trop lourd, il faut que le chargement puisse se faire correctement, parce qu'en effet, si du coup, les images sont bloquées ou ne se chargent pas, ben, vous perdez un petit peu l'impact de votre email. Je vois que Zilay pose la question de combien de liens liés au CTA, enfin en tout cas quel type de lien, formulaire, page web. Et ben en fait ça dépend de votre audience. Est-ce que votre audience ce sont déjà des clients? Est-ce que ce sont ce qu'on peut appeler des prospects en B2B, ou est-ce que ce sont des personnes qui vont marquer de l'intérêt par rapport à votre marque? En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans un email, si vous avez plusieurs CTA, c'est d'inviter à différents types d'actions. Par exemple, je prends l'exemple d'une marque de prêt-à-porter qui pourrait renvoyer le bouton vers, je sais pas, ce qu'on pourrait appeler un lookbook avec toutes les photos de la collection, etc. Ce serait le premier CTA. Et bien, dans le deuxième, je les inviterais plutôt à mettre le lien soit vers des réseaux sociaux, soit vers des vidéos, etc. pour proposer en fait des actions qui vont être différentes et donc ainsi inciter à l'action sur différents profils de clients ou de lecteurs. Ok, on est good sur les questions, je crois. N'hésitez pas, si on a passé vos questions, n'hésitez pas à relancer, en tout cas, si on n'y a pas répondu, et auquel cas on y reviendra à la fin. Moi, je vais prendre du coup la suite avec les bonnes pratiques SMS. Donc, je vais essayer d'aller assez vite là-dessus pour qu'on tienne le timing, même s'il ne reste pas longtemps. Donc, sur la partie SMS, donc vous avez le premier SMS simple finalement, et là on a 4 bonnes pratiques à vous partager sur ce SMS. Donc le premier, c'est de toujours vous identifier auprès de votre cible. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important parce que sur des plateformes d'éditeurs d'SMS, vous avez la possibilité de personnaliser finalement votre nom d'expéditeur, comme on peut le voir sur les SMS ici, où c'est marqué du coup enseigne. Donc automatiquement, normalement, vous avez un numéro à 5 chiffres qui vous est attribué et vous pouvez donc le personnaliser avec le nom de votre magasin. Cependant, vous avez certains opérateurs qui peuvent bloquer la personnalisation de l'expéditeur. Et donc là, puisque si vous ne vous présentez pas, on va dire, dans le SMS et que le nom est bloqué dans le nom d'expéditeur, et ben finalement, on ne sait pas trop d'où ça vient et donc vous pouvez ne pas avoir de retour directement sur votre SMS. Donc, c'est important aussi de pouvoir le repréciser donc, dans le message. Par exemple, donc là, sur cet exemple de SMS, à la place de votre magasin, vous pouvez du coup préciser qui vous êtes directement, votre agence Intel, votre magasin Intel ou votre commercial, etc., selon qui vous êtes, pour vous représenter directement. La deuxième chose, c'est de respecter les limites de caractère en fonction de votre budget aussi. Déjà, respecter les limites de caractère sur un SMS et puis aussi, puisque ça peut impacter votre budget. Donc, je vous partageais tout à l'heure au début de ce webinaire, votre SMS marketing, il peut contenir 160 caractères au total avec les caractères stop SMS qui sont déduits de ces 160 caractères.
Donc au final, en fait, une fois que vous dépassez les 160 caractères, pardon, vous allez passer sur un SMS double, donc un SMS qui va vous être compté en double facturation, on va dire. Donc, il faut faire aussi attention au nombre de SMS, au nombre de caractères, pardon, que vous allez intégrer dans votre SMS. Donc, il faut faire au plus court, au plus simple. Le troisième point, c'est du coup les caractères spéciaux et les emojis. On en a parlé aussi notamment dans les différents objets d'email. Là, ça peut venir également impacter justement le nombre de caractères qui est disponible dans votre SMS. Donc, il se peut que lorsque sur une plateforme d'éditeur de SMS, vous intégrez un caractère spécial comme les accents, le tréma, etc. ou des emojis. Finalement, ça va venir réduire le nombre de caractères disponibles dans votre SMS parce que ça prend plus de place. Et donc, finalement, vous vous retrouvez plus avec 160 caractères disponibles, mais j'en sais rien, une centaine ou beaucoup moins. Et donc là, justement, il va falloir faire attention à ça et donc soit écrire par exemple certains mots en majuscules pour éviter d'utiliser ces caractères spéciaux ou supprimer directement les emojis présents. Aussi, en plus de ça, vous pouvez du coup, en parallèle, utiliser, si vous souhaitez vraiment amener un peu plus de peps dans votre message, utiliser le SMS enrichi qu'on va voir juste après justement, et je vais vous partager un petit peu les différentes fonctionnalités. En plus de ça, je voulais aussi vous rappeler que en ce moment, l'IA est vraiment sur la bouche de tout le monde. Donc, vous pouvez bien évidemment utiliser l'IA pour reformuler votre SMS, soit bien évidemment pour respecter le nombre de caractères dans votre SMS, soit pour adapter le ton de votre message. Et si celui-ci ne vous convient pas et ne respecte pas votre identité, j'ai envie de dire. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser en tout cas les outils que vous avez sous la main pour optimiser vos différentes campagnes. Donc si on passe sur le SMS enrichi, ici le SMS enrichi, il va vous permettre d'augmenter le contenu de votre message. Et donc là, la capacité aussi de vos informations envoyées. Donc là, on a deux bonnes pratiques à vous partager là-dessus. La première, c'est déjà dans la partie SMS simple, c'est d'inciter vos clients à cliquer sur le lien de votre SMS, puisque le principe du SMS enrichi, c'est de partager un message, un SMS classique qui va intégrer un lien ouvrant, on va dire, une landing page, vous permettant justement d'ajouter votre contenu complémentaire. Donc voilà, là, le but dans cette partie SMS, c'est vraiment pouvoir teaser, on va dire, votre offre pour inciter au clic et l'ouverture de la landing page. Et ensuite, sur la landing page, là, vous avez du texte qui est bien sûr illimité parce qu'on n'est plus sur le comptage de caractères finalement qui est disponible dans le SMS. Donc là, vous pouvez en profiter pour intégrer des champs qui sont personnalisés déjà aussi pour parler directement à vos consommateurs, comme on le disait tout à l'heure avec Justine aussi sur la partie email, de pouvoir, on va dire, personnaliser vos messages. Et puis, également, cette partie, elle est personnalisable aussi en termes d'identité. Donc là, dans les avantages et les inconvénients, tout au début, on se disait que l'email, c'était vraiment le bon canal pour exploiter son identité. Là aussi, du coup, grâce au SMS enrichi, vous pouvez intégrer et exploiter votre identité de marque directement en ajoutant des images, en personnalisant les couleurs, mais aussi en partageant des codes offres, par exemple, qui sont disponibles en magasin, etc. Et voilà, donc là, vous pouvez vraiment reprendre votre charte graphique, on va dire, pour être un peu plus vous-même dans un SMS qui est normalement assez simple. Vous pouvez également en profiter pour ajouter aussi des liens externes vers votre site internet, par exemple, pour créer du trafic et tenter de
de transformer vos clients, parce que c'est le but, de transformer vos clients, enfin vos prospects en clients, et puis voilà, générer du chiffre d'affaires, bien évidemment. Donc voilà sur cette partie-là. Déjà, merci d'être resté jusqu'au bout parce que voilà, là, on va vous partager les bonus qu'on vous a promis. Je vais juste regarder s'il y a quelques questions. Non, il n'y a pas de questions dans le chat. Il n'y a pas de questions, ok. Du coup, je vais juste laisser Justine partager la première partie du bonus et puis je prendrai la suite. Alors, je ne sais pas si c'est un bonus, mais en tout cas, c'est important de se repartager ces points-là. Qu'est-ce que c'est la performance, en fait, quand on dit je veux créer une campagne de communication performante. On peut regarder déjà tout ce qui va être les KPI d'une campagne, qui sont différents en fonction du canal de sa campagne. Donc, je vous ai remis les différents KPI sur une campagne email ou sur une campagne SMS. Mais pour nous, en fait, on considère en tout cas qu'on ne peut pas se contenter de ces indicateurs-là pour savoir si la campagne elle a été performante. Pourquoi? Parce qu'il faut repartir, ce qu'on s'est dit en introduction, de ses objectifs. Parce qu'une campagne marketing qui n'a pas d'objectif clair, elle ne peut pas performer. On peut pas juste se dire j'ai eu un bon taux de clic, c'est satisfaisant, parce que si votre objectif c'était de développer les ventes sur un produit que vous venez de lancer, finalement c'est plus intéressant de regarder le chiffre d'affaires que vous avez généré via cet email sur votre produit pour voir si la campagne a été réellement performante. Et encore une fois, définir des objectifs précis, c'est donner une direction à sa campagne et c'est surtout vous permettre de mesurer son efficacité et derrière de pouvoir ajuster votre stratégie pour améliorer les résultats. Donc, il faut bien mettre au regard des KPI de la campagne, les KPI de votre activité et donc identifier lesquels vous souhaitez suivre, le taux de rétention client, la transformation de prospects en clients dont Justine vient de parler dans le SMS par exemple, l'augmentation de chiffre d'affaires sur une gamme de produits, etc. Du coup, je prends la suite un petit peu pour reboucler, on va dire, le sujet, puisque finalement, vous êtes venu pour savoir qu'est-ce que c'était une communication performante. Alors, une communication performante, finalement, avec tout ce qu'on s'est dit depuis le début, c'est une communication qui a un coût maîtrisé finalement, parce que puisque le canal de votre communication aura été choisi en fonction du message, en fonction de vos cibles, en fonction de votre objectif. Voilà, c'est tout ce qui fait que finalement, votre budget aussi qui est imposé dès le début, il va être respecté. Et puis, puisque ces éléments ont été réfléchis, ça va finalement vous permettre d'augmenter vos résultats, donc avec un bon ciblage qui va vous permettre de répondre aux attentes des bons clients et donc d'augmenter la performance globale de votre offre marketing. Mais aussi, elle va vous permettre d'entrer dans une démarche responsable, comme on a pu en parler aussi en début de webinaire, parce que on ne va plus vers une communication de masse, mais on va vers une communication ciblée, personnalisée et puis bien évidemment performante. Donc voilà, c'est en suivant bien donc, toutes les bonnes pratiques et en suivant aussi bien tous vos objectifs que vous allez faire de votre campagne marketing une campagne performante. Donc voilà, on vous a partagé un petit peu tous les éléments, toutes les bonnes pratiques sur les deux canaux principaux sur lesquels on est capable de vous donner plein d'informations aujourd'hui. Mais en parallèle, on a rédigé donc un guide qui s'appelle « Les secrets de la communication » qui est disponible sur notre site internet. Et qui va vous permettre justement d'avoir donc déjà forcément tous les éléments dont on a parlé aujourd'hui avec les bonnes pratiques sur les différents canaux email et SMS, mais aussi sur d'autres canaux comme les réseaux sociaux, etc. Et donc là, vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur les bonnes pratiques des autres canaux que vous pouvez utiliser. Donc, alors, le lien, Justine, est-ce que tu pourrais mettre le lien du... Oui. Je vous le mets tout de suite. Le lien du coup pour télécharger ce guide directement dans la plateforme, sur le chat, pardon. Et puis voilà.
Je t'invite peut-être à le mettre, Justine. Moi, je vais répondre aussi à une question. Ok. J'ai vu que Chloé avait posé la question, comment on évite les lectures par les robots sur les emailing? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on va éviter en fait de mettre trop de liens dans son email parce que déjà, ça va limiter justement cette lecture par les robots. Et le deuxième point, c'est que quand vous allez analyser la performance de votre campagne, allez regarder les emails qui sont ouverts et qui sont lus très rapidement parce que quand on lit quand un email il est lu dans les 30 secondes qui suivent l'envoi, évidemment qu'il y a très peu de chances que ce soit un réel humain derrière qui ait ouvert cet email là. Donc, n'hésitez pas à venir derrière resegmenter votre base, voire à venir nettoyer ces contacts-là si ce sont des contacts récurrents. Et après, il y a des points qui sont très techniques que je ne peux pas vous détailler là maintenant puisqu'on a déjà dépassé le timing. Mais allez voir du côté des pixels de tracking. Plus ils sont évidents, plus il y a des robots qui vont venir aller les chercher. Allez voir aussi du côté des paramètres UTM. Voilà, c'est des petits points techniques pour venir limiter justement la lecture par les robots. J'ai vu également qu'il y avait une question qui concerne comment nettoyer la base de données de contact et à partir de quand on doit considérer un contact inactif. Alors ça, encore une fois, ça va dépendre tout simplement, de la manière dont vous avez collecté les coordonnées, de votre politique de gestion des données, puisque le RGPD vous demande de tenir un registre du traitement des données et de venir identifier dans ce registre quelle est la durée de conservation de ces données. Par exemple, si Justine s'est inscrite à ma newsletter le 1er janvier 2025, si moi, dans mon registre de traitement, j'ai identifié que je conservais les données que pendant 3 ans, et si Justine, elle n'a pas ouvert d'email pendant 3 ans, eh bien, au 1er janvier 2028, je devrais la supprimer de ma base de données. Par ailleurs, en fonction de si vous êtes en B2C, en B2B, de votre durée de cycle de vente, de est-ce que vous vous adressez à des clients, à des prospects, etc., c'est à vous d'identifier à partir de quand est-ce que vous devez inactiver certains de vos contacts qui ne répondent pas à vos sollicitations. J'espère que j'ai répondu aux questions. Sinon, n'hésitez pas à le repréciser. On a un petit peu dépassé le timing parce qu'on a aussi répondu aux questions pendant les slides. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser un petit mot pour nous dire si vous avez d'autres questions, si le contenu vous a plu. En tout cas, le webinaire sera également disponible en replay et Coralie vous a aussi mis des liens pour nous suivre sur les réseaux sociaux et nous contacter. Et n'hésitez pas aussi à venir télécharger le guide dont Justine vous en a parlé. J'ai l'impression qu'on est OK sur les questions. Donc voilà, en effet, voilà, Coralie qui vient d'ajouter un petit message. Si vous avez des questions et que vous souhaitez qu'on vous recontacte, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Bien évidemment, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous et donner plus d'informations, plus de bonnes pratiques. Et puis voilà, si tout est OK pour vous, vous n'avez plus de questions, et ben on va vous souhaiter un bon appétit du coup, et puis une bonne journée. Merci à tous. Merci, au revoir.